Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Pancho Dubé est avec nous. Non, Alex, bonjour. Comment vas-tu? Ben, il est pas très loin, Poncho, là. Non, il est juste à côté. Est-ce qu'il est tranquille? Oui, il est tranquille. Il est sur Madame Dubé. Madame Dubé, bonjour. Oui, il est tranquille. Oui. Bonjour, Madame Dubé. Bonjour, Madame Dubé. Avec Poncho. Ça sera pas long. On va vous libérer, là. Vous allez pouvoir partir en vacances pour la fin de semaine. Tu voulais faire une infopub de circuit électrique, toi, là? As-tu vu la shot que ça donne? Ben oui, j'espère bien. À la quantité d'argent que je leur donne pour me recharger à chaque semaine. Non, c'est une blague à part, non. Non, mais c'est que tu vois, moi, le truc quand tu es occupé, Benoît, puis quand tu travailles 7 jours sur 7, c'est de maximiser chaque minute. Oui, je comprends. Alors, tu vois, en même temps qu'on a notre discussion, je recharge mon véhicule. Que disait Séraphin? Le temps? Le temps, c'est de l'argent! Merci, c'est ça. Alors, des rats à l'hôpital Santa Cabrini. Là, on vient de découvrir que si tu fais de l'excavation, tu risques de donner accès aux rats à l'hôpital. As-tu vu les photos? C'est une autoroute, là. Sincèrement, on a beau, faire de l'excavation. Regarde-les, lui, comment est-ce qu'il est gras. Il est en train de fouiller dans les vidanges. Il est bien nourri, là. Viens pas me dire qu'il est sur il est pas sa diète keto certain, lui, là. Regardez, Jarret. Ah non, c'est un steak. Sacramouille. Honnêtement, c'est une chose de dire oui, c'est correct, il y a des travaux d'excavation. Puis, regarde ça, le trou. Regarde ça, c'est pas bouché. C'est un peu sale aussi quand tu regardes ça, mais c'est pas bouché. Qu'est-ce que tu penses qui arrive si on bouche pas les trous comme ça? Pancho pourrait tomber là-dedans puis se blesser. Poncho pourrait facilement tomber là-dedans puis se blesser, puis là, la CNESST serait embarquée là-dedans puis se ferait croquer une fesse par un rat. Non, mais, tu sais, Benoît, j'avais la discussion avec Nathaniel Lévy, le fils d'Harold Lévy qu'on a connu, toi et moi, qu'on appréciait aussi, je pense, beaucoup, toi et moi, parce qu'il nous expliquait clairement des réalités. Et là, je lui ai posé la question. Mettons là, que moi, je suis un gestionnaire d'un CIS ou d'un CIUS ou peu importe. Puis là, je vous appelle, puis là, j'ai un problème d'infestation de rats. Si je collabore, là, si je m'en place, là, tout ce que vous allez me dire, je peux régler le problème en combien de temps? Il me dit tout dépendant, ça peut aller d'1 mois à 3 mois, mais assez rapidement, ça peut être réglé. C'est combien de temps ça a duré à Santa Cabrini? 1 an, Benoît. On a étiré ça pendant 1 an. Et selon les rapports dont on a obtenu copie du côté de nos collègues du bureau d'enquête, on dit que la présence de rats a été observée par des employés ou des exterminateurs à au moins 11 reprises en 2023. Les exterminateurs ont été appelés 40 fois à Santa Cabrini pour des problèmes de vermine. Et là, quand on parle, oui, il y a eu des rats, mais semble-t-il qu'il y a eu aussi des souris observées dans la cuisine et des traitements de fourmis qui ont dû être appliqués. Puis là, c'est drôle parce qu'on a 2 versions dans cette histoire-là. Là, d'une part, selon ce qu'on peut lire dans le journal, on a les exterminateurs qui disent il y avait un laisser-aller dans certains comportements préventifs. Il y avait des portes restées ouvertes. Il y avait de la nourriture accessible aux rongeurs, entretien ménager déficient. Le bâtiment était désuet. Puis là, de l'autre côté, on a l'autre côté de la médaille, au CIUS, où là, on dit, écoutez, là, c'était pas un enjeu majeur. Ben non. Il y a eu quelques événements isolé et c'est une situation qui serait sous contrôle. Puis là, on jette le blâme sur les exterminateurs impliqués dans cette histoire-là en disant, puis là, on a une citation, « Nous nous assurons dorénavant de rehausser les exigences à l'égard du niveau d'expertise des firmes d'extermination retenues. » Moi, j'ai posé la question à M. Lévy, qui n'est pas impliqué dans le dossier, lui qui regarde ça d'un œil extérieur. Il dit, tu sais, pas normal là, que ça dure 1 an. Là. Puis quand tu vois les photos, tu vois bien, si tu le bouges pas le trou, là, même le rat qui est un petit peu dans le bon point, là, mais un rat, s'il se donne une swing, il va passer. Là. Mais dès que ça voit la lumière ou ça sent le vent, là, la Harold m'avait expliqué ça, il s'en va, il envoie un explorateur, là, puis écoute, il y avait un indice quand même à Santa Cabrini qui avait un problème de rongeurs puis d'animaux, c'est que c'était mis, je sais pas si tu avais vu ça, là, j'ai vu ça en exclusivité tantôt, mais l'administration, le CIUS avait commencé à engager des vétérinaires au lieu des médecins. Fait que là, tu te dis, c'est peut-être un indice. Mais bref. Mais Benoît, ça, tu sais que c'est un programme. Non, mais ça, c'est un programme du ministère. C'est de la zoothérapie.
Fait que là, tu prends un rat, puis là, Ouais. Tu ne le mets point flattes. rien, flattez le rat, vous allez Ouais. voir, votre traitement, là, ça va passer, ça va passer. Regardez-le, le beau chien avec une queue. Ben oui. Regardez ça. Mm, il mord, mais ça fera pas mal. Du crack en public. Ici, là, c'est le nouveau festival. Hein? Le printemps arrive. Oui. On a vu ce qui a monté à la surface quand la neige a fondu. Puis, ben là, on peut consommer du crack. Ouais. Puis c'est notre collègue Louis-Philippe Messier du journal qui est allé un peu aux sources en disant, c'est pas juste une impression, là, surtout autour de Berry-UQAM. Je vous rappelle qu'il ne fait pas partie des stations qui sont sur la liste des 10 stations de la STM pour rehausser un petit peu la sécurité, alors que je dirais que c'est pas mal l'épicentre de la problématique à Montréal. Alors, notre collègue Louis-Philippe disait, les Montréalais voient de plus en plus souvent des gens fumer du crack ou du fentanyl au centre-ville, dans les raccoins du métro, et ça ne risque pas de changer parce qu'il y a des chiffres d'une tendance qui est assez lourde, qui est démontrée par les gens de chez Cactus. Cactus, là, c'est un organisme de réduction des méfaits. On gère un site d'injection supervisé, entre autres. Leur travail est hyper important dans l'accompagnement là, de ces personnes toxicomanes-là. Et ce que les directeurs disaient, c'est que la consommation de crack explosait présentement à Montréal. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est accessible et c'est pas cher. La roche de crack, Benoît, depuis 30 ans, coûte la même chose. C'est 20 pièces. Fait que, tu sais, oui. c'est facile d'accès. Ça, je veux dire, une sorte de cochonnerie là-dedans. Et quand on voit la tendance au niveau des tubes qu'on utilise pour consommer du crack de la part des consommateurs, ceux qui nous regardent à la télévision voient les chiffres, je vais vous les dire. 2021-2022, l'organisme Cactus a reçu des demandes pour 36 500 tubes. L'année suivante, 60 600 tubes. Et en 2023-2024, on s'enligne pour 85 000 tubes. Il y a une leçon là-dedans, Alexandre, là, puis je pense qu'il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de se poser la question, est-ce que l'accessibilité à ce point-là est une bonne idée? Ben, je comprends ta question, mais en même temps, Benoît, on n'empêchera pas ces gens-là de consommer. Là. C'est utopique de penser que les gens vont arrêter de consommer. Non, mais maintenant, entre les est-ce qu'on empêcher peut et les encourager, c'est comme le programme des seringues. Ouais, mais Benoît, c'est comme le programme des seringues. Là. Si, par exemple, des gens s'injectent avec des seringues souillées, on Non, je peut comprends plus tout ça, l'avancer, là. là. Non, non, puis ça a un impact sur le système de santé. J'ai tout compris ça. Mais en même temps, on est rendu à un point où c'est rendu tellement répandu que, tu sais, je te rappelle l'expérience là à Vancouver, là, la rue où les gens, écoute, sont en plein air, là, sont dehors, Oui. tu sais, on est en train d'avoir ça à Montréal. Est-ce que l'approche Benoît, est bonne? Est-ce qu'on pourrait trouver une approche hybride pour aider les gens qui ont de la misère, mais aussi pas les encourager? Mais Benoît, tu parles de Vancouver, là. Je vous dis aux gens, là, si vous avez un texte à lire aujourd'hui, c'est la lettre ouverte publiée par notre rédacteur en chef, André-Sylvain Latour, qui a une très belle plume d'ailleurs. Il raconte la situation qu'il a constatée tout juste à côté de la station. Et il y a une image qui, en tout cas, moi, qui est venue vraiment me chercher, là. C'est une femme, vous la voyez à l'écran présentement, elle est pliée en deux. Elle est debout, là, mais pliée en deux, là. Elle a la tête qui touche, les bras qui touchent à terre. Visiblement sous l'influence de quelque chose, ça va pas bien. Et notre collègue raconte, s'appelle Audrey, cette dame-là. C'est une dame qui est vue, qui est observée par les gens qui travaillent au centre-ville. C'est pas la première fois que nos collègues la voyaient. Et là, ben notre collègue est intervenu, est allé la voir, a fait un appel au 911 parce qu'on s'inquiétait aussi de son état. Et les policiers sont arrivés là, plusieurs minutes après. Là, quand on regarde l'appel au 911, rentrait à 12h39 et ils sont arrivés à 13h22. On réussit, à entrer en contact avec elle. Mais cette détresse-là, on la voit, on la constate à tous les jours. C'est à fendre le cœur, Benoît. Ouais. Puis on peut pas rester insensible à ça. Mais en même temps, tu te dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Si ces gens-là font ça au vu et au su de tout le monde sur le trottoir, c'est parce qu'il manque visiblement de ressources pour les accueillir. Si ces gens-là sont dans le métro, Benoît, là, se réfugient dans le métro, c'est qu'ils ont nulle part où aller. Moi, je veux bien, j'en suis, là, il faut davantage de sécurité dans le métro, puis moi, l'opération patchage de la STM, je suis vraiment pas convaincu, tout comme je suis pas convaincu non plus des photo-ops de la mairesse Plante lorsqu'elle va voir l'état de situation dans le métro un avant-midi. La réalité, ce n'est pas celle-là. Mais Benoît, dis-toi là que tant et aussi longtemps qu'on va juste patcher, ben on va déplacer le problème. Tant et aussi longtemps qu'on va pas écouter les organismes qui sont en contact à tous les jours avec les plus poqués de notre société, on va le déplacer le problème, on ne le réglera pas.
qui est en charge du dossier? Là, la STM là, est en charge de transporter des gens. Là, on demande à la STM de s'occuper de problèmes de santé mentale, problèmes de toxicomanie. On leur demande de s'occuper de tout. Mais les autres sont engagés pour transporter du monde. Fait que les autres s'occupent d'être à l'heure puis de travailler comme du monde. Et la police devrait faire sa job de police. Les travailleurs sociaux devraient intervenir. Il est où, Lionel Carman? Il est où, Lionel? On l'a pas entendu, Encore une fois, il est complètement absent. On l'a pas entendu absent. cette semaine. Bien, on l'entend jamais. On l'entend jamais. Est-ce qu'il faut ouvrir des hôpitaux psychiatriques, pas pour torturer les gens, mais pour les aider, les accueillir? Parce que là, on les laisse dans la rue puis on fait comme s'ils n'existaient pas. C'est pas mieux, là. Il y en a un, Benoît. Un hôpital psychiatrique. C'est le parc Émilie-Gamelin. Oui, c'est ça. Puis le Crack House, là, à ciel ouvert, maintenant, c'est rendu le centre-ville de Montréal. C'est désolant de voir ça. C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée qu'on construise sur le parc Émilie-Gamelin un hôpital. On sera déjà rendu. Puis là, on va aider les gens, là. Puis on va les aider. Ça n'a pas de sens. Fléau d'intimidation à l'école. J'en parlais avec Éric Gingras. C'est pas parce qu'il y a eu une entente avec les syndicats là, de l'enseignement que tout est réglé là, dans les écoles. Non. Je sais pas si tu as vu passer ça. Ça circule là, sur les réseaux sociaux. C'est une vidéo. Ça s'est passé à Deux-Montagnes. Oui, j'ai vu ça. C'est une femme de 21 ans qui a été arrêtée à la suite de tout ça parce qu'elle s'est rendue sur place. Puis là, il y a eu, altercation avec une adolescente. Puis là, elle a exhibé, puis on voit là sur une vidéo, elle a exhibé une arme. Visiblement, après enquête, ce serait une arme à air comprimé. Mais ça se passe donc à l'école secondaire, donc des Deux-Montagnes. Et derrière tout ça, c'est encore une fois une histoire d'intimidation. Selon ce qu'on en comprend, la jeune femme de 21 ans se serait rendue sur place pour défendre une de ses amies qui aurait été intimidée. Mais coudonc, ça va en prendre combien des scènes comme ça, Benoît? Il y a eu ça, il y a eu la mère qui s'est présentée à l'école puis elle interpellait des jeunes alors qu'elle avait un bâton de baseball. Elle les a pas menacés avec le bâton, mais quand même. Il y a eu ce père qui s'est rendu à l'école secondaire de ses enfants pour dire aux intimidateurs, allez-vous les laisser tranquilles? Lui, il s'en sort sans problème, sans casier judiciaire, mais il avait été arrêté et accusé, Benoît. Le fléau de l'intimidation, il est sérieux. Puis, il faut pas attendre qu'il arrive un drame. Là, je veux dire, c'est des altercations, c'est des menaces. Mais à un moment donné, il y a une ligne encore plus loin qui va être franchie. Alexandre, t'es une mauvaise foi. Qu'est-ce qu'a dit Bernard Drinville, le ministre de l'Éducation? Il va les accompagner. Il va les accompagner jusque dans le cours d'école. Puis dire, là, faites pas ça. Faites pas ça. Bernard Drinville, c'est le ministre qui a regardé l'éclipse sans ses lunettes. Là. C'est lui qu'on a vu faire ça. Je ne vais pas m'acharner sur son cas. Bonne route, soyez prudents. Merci. Bonjour à Poncho, Mme Dubé aussi, portez-vous bien. On se reparle lundi. Les deux te saluent. C'est gentil.